Reprenons avec maintenant l'intervention d'Olivier Verdier, qui est professeur d'histoire au lycée, docteur en histoire de Paris 10 Nanterre. Et votre directeur de thèse était donc vous. J'en ai l'air que j'ai vu l'annonce. Votre thèse était sur l'action politique et la défense des intérêts catégoriels. Vous avez aussi travaillé sur les forces politiques dans le Grand Est, dans notre région, et vous allez nous parler de Abel Ferry et les élections locales, puisque Abel Ferry était député des Vosges, deuxième circonscription d'Épinal. Exactement. Tout d'abord, je voudrais remercier le maire pour ce cadre magnifique, pour cette conférence. Merci beaucoup. Et je vais essayer de me montrer digne de la première intervention magistrale de professeur Le Béguec. Je dois préciser que j'ai eu pour cette intervention de très nombreuses archives. J'ai dû donc procéder à des coupes, parce que sinon j'aurais parlé pendant 4 ou 5 heures, et donc mon propos paraîtra peut-être un petit peu austère. Voilà. Alors il a paru bon, à partir d'un sujet d'école, Abel Ferry et les élections, non seulement de comprendre comment cet homme s'était fait élire, mais de fouiller plus profondément dans l'organisation de la vie politique de ce département des Vosges. D'abord, il serait vain de le chercher ici à Saint-Dié, puisqu'il n'y a jamais été élu, mais plutôt dans la deuxième circonscription d'Épinal. Et pour qui connaît un tant soit peu les Vosges, la montagne et la plaine sont des espaces ici bien différents. Le rapport à sa famille est aussi intéressant à comprendre, et je dirais même à sa famille politique. Mais d'abord, laquelle ? Enfin, sa mort glorieuse a quelque peu éclipsé son rôle purement militant, notamment au niveau local, et il est temps de lui rendre justice. Première partie, le choix de se présenter. Et d'abord, la famille. Gilles Le Béguec en a déjà parlé. Le XIXe siècle porte le sceau de la famille Ferry dans les Vosges. Il n'est donc pas étonnant de voir s'engager en politique Abel Ferry, d'autant que le prénom auquel il est étroitement associé est une des figures de la République. En effet, né à Paris le 26 mai 1881, orphelin de mère, Abel Ferry fut élevé par sa tante Eugénie, épouse de Jules Ferry, qui, sans enfant, en a fait son héritier politique. Une lettre très émouvante de la logeuse de l'immeuble Ferry à Paris rappelle à quel point Jules, je cite, adorait son neveu. Écoutons un extrait du testament de Jules Ferry établi en 1890. « Je lègue à mon neveu Abel Ferry tous mes livres et toutes mes armes, qu'il porte dignement, qu'il défende en toutes circonstances le nom que son père et son oncle, après tant de générations d'honnêtes gens, ont honoré et mis dans l'histoire. Abel Ferry respectera scrupuleusement ses injonctions en défendant la mémoire de cet oncle si souvent attaqué. » Pendant la campagne législative de 1909, Abel Ferry dépose plainte contre l'Écho vosgien, organe de presse de ses adversaires, qui avait écrit un article sur la Tunisie suggérant la médiocrité du président du Conseil, Jules Ferry. L'Union républicaine titre le 10 avril 1914, suite à une autre allégation lancée lors d'une réunion publique, Jules Ferry, diffamé et insulté en une. Un duel au pistolet a lieu quelques jours plus tard. Si Abel Ferry tire en l'air, il montre un courage certain à défendre ce nom. Un homme va compter plus que tout. Il s'agit de son père Charles. Leur relation est d'une très grande tendresse, très complice. Il a 24 ans, dans une lettre anodine, où il se montre particulièrement affectueux avec son cher papa. Parlementaire durant 16 ans, il va guider les tout premiers pas de ce jeune homme qui se présente à 26 ans à peine. À peine arrivé dans les Vosges pour se présenter en juin 1907, Abel Ferry fait paraître dans le Petit Falot de Rambervillers, journal radical, un panégyrique de Charles Ferry. C'est l'occasion pour ses adversaires d'allusions de plus en plus méchantes sur l'œuvre de son père, ce qui provoque immanquablement une réaction de sa part. Le 30 mars 1910, Abel Ferry envoie une lettre à l'Est républicain et surtout au Mémorial, principal journal progressiste du département, pour expliquer qu'il n'a pas donné un coup de poing à un orateur qui avait violemment attaqué son père. Il précise néanmoins, à la fin de cette missive, qu'il l'a quand même quelque peu giflé. Si Abel Ferry se présente, c'est aussi qu'il en a les moyens. Son aisance financière sera la cible de bien des attaques de la part de ses adversaires politiques. Je pense ici à de nombreuses affiches contre ce que les progressistes appelaient le candidat millionnaire. L'autre condition pour se faire élire est sans aucun doute le niveau d'instruction.
Gilles Le Béguec en a très bien parlé. Licencié en droit, Abel Ferry s'inscrit comme avocat au barreau de Paris et poursuit son cursus par un diplôme d'études supérieures en histoire qui le mènera à préparer une thèse. Enfin, sa famille lui apporte un élément déterminant, l'amour de la République humaine et sociale, et surtout la volonté de la servir. Cette détermination sans faille se voit dès le début de son engagement politique, lors des élections cantonales de 1907. Malgré sa défaite, il s'installe à Rambervillers et annonce dans le Petit Falot du 4 août 1907 « Je reste au milieu de vous ». Deuxième point, les caractéristiques sociopolitiques des Vosges, de précieux alliés. Ce territoire est séparé en deux parties distinctes, montagne et plaine. Dans la première, on trouve les sommets des Vosges, avec leur vie bien différente de la seconde, la plaine, qui suit les vallées. La montagne est un espace plus isolé, où le catholicisme est très prégnant. Jean-Aimé Morisot, dans sa maîtrise consacrée au canton de Dompierre, souligne l'importance des prêtres comme agents politiques, ce qui est dénoncé à gauche, car ils prêchent parfois en chair lors des élections. De même, le département, dans sa partie est, la plus montagneuse, est directement en contact avec la frontière perdue dans la douleur en 1870. Mais ce qui pourrait être considéré comme un sérieux frein à une candidature de progrès social, à cause d'un conservatisme bien ancré, ne l'est pas en fait. D'abord, le catholicisme est depuis le tournant du siècle aux prises avec deux tendances antagonistes, l'une plutôt traditionnaliste et l'autre, suivant l'appel du pape Léon XIII, plus sociale. D'autre part, le patriotisme vosgien est un patriotisme qu'on pourrait qualifier de prudent. En effet, la place forte d'Épinal est imprenable. 15 000 hommes la surveillent. Partout des garnisons. Épinal, mais aussi Bruyères ou Rambervillers. Le patriotisme est intégré depuis longtemps dans tous les partis politiques. Le nationalisme est par conséquent une tendance politique assez restreinte dans les Vosges. Or, Abel Ferry décide de se présenter dans le 2e arrondissement d'Épinal, qui correspond au triangle entre Rambervillers, Châtel-sur-Moselle et Bruyères. Ce territoire, bien que se situant sur le contrefort de la montagne, dans la région de Bruyères surtout, reste la plaine. Les éléments de conservatisme y sont donc moins présents. La partie rurale de cet espace est conservatrice, sans outrance, et la partie qui suit la Moselle, bien plus industrielle, vote à gauche, ce qui lui sera favorable. On peut même affirmer que ces positions avancées ont tendance à se renforcer. Ce sont de nombreux Alsaciens, 17 000 en tout, qui font le choix de migrer dans les Vosges, refusant l'Empire allemand. Majoritairement protestants, ils sont à la fois dynamiques, nombreux sont chefs d'entreprise, comme le BTT de Tahan, blanchisserie et teinturerie de Tahan, et le plus souvent très attachés à la République démocratique. Parmi les soutiens d'Abel Ferry, on compte plusieurs de ces hommes, comme Armand et Paul Le Derlin, par exemple. Les industries en plein essor le long des cours d'eau, telles que le textile, attirent de la main-d'œuvre, majoritairement italienne. Les villes de Bruyères, Rambervillers et surtout Châtel connaissent les plus fortes hausses démographiques. Ce prolétariat sera aussi une aide précieuse pour Abel Ferry lors des élections. Enfin, les Israélites sont aussi présents dans les Vosges et leur engagement républicain est extrêmement fort. Parmi les 1713 Israélites, Camille Picard serait élu au même moment qu'Abel Ferry, député. Henri Manuel, industriel, est un membre influent de l'équipe Ferry et peut compter sur de fortes communautés israélites à Rambervillers et Bruyères, là où se présente Abel Ferry. Deuxième grand point, les élections. Passons les élections les unes après les autres de manière chronologique. 1907 d'abord, une tentative maladroite. Les premières élections auxquelles Abel Ferry a participé sont les cantonales de 1907. Jeune, il se lance dans la mêlée, mais certainement avec trop de précipitation. Le canton de Rambervillers est solidement tenu par les progressistes, anciens républicains de centre-gauche poussés vers la droite par la politique très sociale et surtout anticléricale des radicaux. Le député de la circonscription n'est pas, lui, un néophyte en politique. Henri Boucher est élu sans discontinuer depuis le 22 septembre 1889 et possède de solides amitiés dans ce canton. À Rambervillers et Docelles, par exemple, il dirige une usine papetière. Il choisit un candidat sérieux, Paulin Lahalle, un médecin de 54 ans, tout dévoué à sa clientèle, qui le lui rend bien, en lui confiant la gestion municipale de Rambervillers depuis 1904. Homme lige d'Henri Boucher, il profite de son influence. Cette concurrence est telle que le préfet, dans une note confidentielle,
ne donne pas Abel Ferry gagnant dès le début de la campagne. Henri Boucher est naturellement son journal qui tire dans tout le département au service de Paulin Lahalle. L'Écho vosgien l'annonce candidat le 9 juin 1907. Il a en face de lui un journal qui soutient Abel Ferry, mais qui est imprimé uniquement dans la région de Rambervillers, c'est le Petit Falot. Abel Ferry décide de faire une tournée des comités politiques pour voir si sa candidature est en conformité avec les idées locales. Signe quand même d'une certaine impréparation alors que la campagne bat son plein. À peine la campagne a-t-elle commencé que les premières flèches, très acérées, sont tirées à droite. L'Écho vosgien attaque frontalement Abel Ferry, d'abord sur sa fortune, argument qui peut facilement toucher les petits agriculteurs ruraux. Viennent ensuite des critiques sur un homme qui n'aurait jamais vu la terre depuis son appartement de Paris. Puis, habilement, l'attaque porte sur son positionnement à gauche, voire très à gauche. Car, on le dit, radical, socialiste, un mot qui peut effrayer les ruraux attachés à une vision modérée de la politique. De son côté, le candidat étranger, comme le nomme le journal progressiste, n'est visiblement qu'en position de défense et attaque peu son adversaire, certainement touché par la violence des premières frappes. Les seuls soutiens sur lesquels il peut compter sont Émile Florent, député de gauche assez effacé et qui n'intervient que très tard dans la campagne, et Pierre Lardier, furieux radical socialiste, mais qui a quitté depuis longtemps Rambervillers pour Paris. Sans se décourager, pourtant, Abel Ferry poursuit ses tournées. Entre le 2 et le 23 juin, il fait 5 réunions, puis 5 autres par la suite. Il défend une ligne directrice patriotique, anticléricale et sociale. Malgré tout, il commet des erreurs, comme cette lettre directe envoyée à Henri Boucher, trop heureux de pouvoir y répondre avec fermeté et la placer dans la presse. Certes, Abel Ferry est défait, mais ce n'est pas une déroute, puisque seulement 90 voix séparent les deux candidats. C'est pourquoi le Petit Falot titre le 18 août « Mais oui, il va falloir recommencer ». D'ailleurs, Henri Boucher n'en doute pas non plus. Critiquant son manque d'expérience, il lui donne cependant rendez-vous pour les prochaines élections politiques et lui lance « Vos jeunes ambitions auront monté d'un degré ». Deuxième point, les législatives du 4 avril 1909. Le combat le plus dur. Cette missive annonciatrice est confirmée par la démission d'Henri Boucher le 21 janvier 1909, devenu sénateur le 3 du même mois. Abel Ferry se porte candidat aux législatives partielles qui s'ensuivent. Il ne s'engage cependant pas sans certaines garanties. Les élections cantonales de 1907 ont en effet prouvé que la victoire était possible. Par exemple, dans 11 communes, il a la majorité sur 28 communes. Néanmoins, dans une lettre conservée dans ses archives, Abel Ferry parle d'une dure campagne. Qu'en est-il exactement ? Le 24 janvier 1909, Paulin Lahalle, fort de son succès au cantonal, est adoubé par les progressistes dans leur banquet de Bruyères, tenu sous la présidence, bien sûr, d'Henri Boucher. Il devient plus qu'évident que ce dernier en fait son héritier politique, et donc Abel Ferry se lance comme défi de le battre. La première étape est d'être désigné candidat, car il a en face de lui Paul Cuny, un des plus importants industriels cotonniers des Vosges. Les 400 personnes réunies à l'appel du comité républicain démocratique de Rambervillers font confiance finalement à Abel Ferry après le retrait de son concurrent. Immédiatement, la campagne est très vive. Pour la première fois, Abel Ferry attaque. Il accuse l'autre camp de proximité avec la réaction et d'être contre les ouvriers, alors que ses adversaires n'ont pas d'autres arguments que ceux de 1907, en le dépeignant comme un, je cite, jeune blocard sans programme défini. Blocard étant le terme péjoratif dénonçant les hommes qui soutiennent le gouvernement de bloc des gauches. L'état d'esprit dans le camp Ferry est très différent de 1907. Et les maires n'hésitent pas à souligner que, je cite, Ferry devient très populaire dans notre région. On le doit à l'appui d'une presse efficace, surtout l'Union républicaine, dont le rédacteur prend directement parti dans les élections. Il est présent au meeting du 24 janvier qui désigne le candidat. La conférence qui donne Abel Ferry est axée à gauche, sans ambiguïté, et tout au long de la campagne, il ne varie pas, défendant avec verve le bloc républicain. Il parle de l'impôt sur le revenu, des retraites ouvrières. Il est impératif pour lui d'affirmer ses convictions, car il décide que chacune de ces grandes réunions sera contradictoire. Le 14 mars, à Rambervillers, donc devant une foule nombreuse, outre les thèmes classiques
telles l'instruction primaire, sachant que les socialistes et progressistes sont dans la salle, il évoque les tarifs d'octroi de la ville de Rambervillers à l'adresse de Paulin Lahalle, qui en est maire, ainsi que les retraites ouvrières, certainement pour les socialistes. Le climat s'échauffe inévitablement et les partisans de Paulin Lahalle viennent troubler la réunion. Mais Abel Ferry peut compter sur des hommes qui forment une garde rapprochée, ayant des fidèles actifs dans de nombreuses communes. Par exemple, au Boulay, petite commune, Paulin Lahalle, toujours accompagné de son mentor, est invité par le maire pour une réunion, uniquement réservée à ses partisans. Les républicains de gauche en ont eu vent et veulent y entrer en forçant le passage, blessant ainsi le maire. Quelques minutes après, il lance divers projectiles en direction des deux invités. Henri Boucher est évacué, blessé à l'oreille, par une planche de bois. Les affiches conservées aux archives départementales des Vosges ne sont pas plus douces. Maintenant, quel est l'état d'esprit d'Abel Ferry ? Il est extrêmement combatif, à la différence de Paulin Lahalle, qui ne semble venir qu'aux grandes réunions. À son père, il affirme que, je cite, « la lutte est passionnante ». Et à la fin de la campagne, il y perdra complètement sa voix. Il se montre très à son aise dans la contradiction et vient l'apporter dans les réunions de Paulin Lahalle. Ses adversaires ont lancé leur dernier pavé dans la mare. Abel Ferry n'aurait fait que 2 mois de service militaire. La polémique dure plusieurs semaines. C'est le seul moment où il est attaqué sur un point délicat pour lui, car il fut longtemps hors du champ militaire à cause d'une tuberculose. Mais dans ce cas, il peut compter sur l'aide indéfectible de son journal qui soit fait diversion, soit aide grandement à s'expliquer. Alors la victoire est belle. Abel Ferry recueille 5777 voix, soit 48,45% des suffrages, ce qui est supérieur de 150 voix à son adversaire. Et le deuxième tour, le 4 avril, ne montre pas de fléchissement de la participation. Avec 6298 voix, Abel Ferry a gagné 521 voix, alors que son adversaire n'a pu compter que sur 163 voix supplémentaires. Immédiatement, le mémorial dénonce cette collusion entre industriels et socialistes. Effectivement, la position des socialistes est moins floue qu'en 1907. Leurs 457 voix se sont parfaitement désistées en profit d'Abel Ferry. Ils comprennent qu'il ne sera pas leur ennemi et placent pour la première fois la consigne de battre, je cite, la réaction, citant Paulin Lahalle, ce qui, finalement, indirectement, revient à voter pour Abel Ferry. Le canton de Rambervillers, bastion de son adversaire, a été pris par Abel Ferry, 1860 voix contre 1840. Et si cette victoire est assez petite, le symbole est très fort. C'est surtout à Châtel-sur-Moselle, l'ouvrière, qui lui donne 2423 voix contre 1883. Dans ces communes moyennes, les électeurs se conduisent favorablement. Mais il a encore, il faut bien l'avouer, bien du mal dans les petites et toutes petites communes à triompher. 1910 ensuite, ou une nette confirmation. L'année 1910 est chargée pour Abel Ferry, puisque se succèdent les élections législatives du 24 avril et cantonales du 24 juillet. Mais ce sont presque des non-élections. La faute en revient d'abord à la droite, qui se cherche un candidat sérieux à opposer au jeune député Abel Ferry. Paulin Lahalle, qui ne se représente pas, François Pierrot devient l'option du camp progressiste pour sa brillante carrière de médecin, qui plus est dans l'armée. Âgé pour l'époque de 66 ans, c'est pourtant un novice en politique. Il tarde d'ailleurs à se faire connaître, signe d'un trouble à droite. Le préfet, dans son rapport sur les élections à venir, conclut à un ballottage favorable pour Abel Ferry. L'avenir lui donne-t-il raison ? D'après l'Union républicaine, qui titre le 27 avril 1910 « Waterloo progressiste », cela ne fait aucun doute. Effectivement, le calendrier de la gauche radicale est bien rodé. Au congrès de la Fédération républicaine démocratique à Épinal, fin janvier, Abel Ferry est désigné très rapidement candidat. Henri Boucher, toujours à la manœuvre dans le camp progressiste, utilise ses fonds pour promouvoir la campagne de Félix Maire. La seule option possible pour la droite est par conséquent de diviser les forces de gauche, avec ce candidat surprise, Félix Maire, qui se dit radical, dissident. Ce qui pourrait paraître assez anecdotique est source d'inquiétude dans le camp Ferry, car il n'est autre que l'ancien rédacteur des Vosges républicaines, brouillé depuis 1908 avec son camp. Il a créé les Vosges démocratiques. Le combat peut commencer. Il s'agit d'un choc entre les partisans ou non du bloc des gauches. D'un côté, l'on défend la politique anticléricale, l'impôt sur le revenu, les retraites, les manuels scolaires républicains. C'est le camp Ferry. La droite dénonce logiquement cet extrémisme, défend le droit de propriété, la liberté de culte.
Peu de positions originales affleurent sous la liste des revendications très classiques. François Pirot préconise tout de même une politique familiale active. Et Abel Ferry défend, alors que son camp n'y est pas favorable, le scrutin proportionnel. C'est en avril que les réunions s'accélèrent. Dans chacune, Abel Ferry ne manque pas de moquer la tactique des progressistes, qui sont allés chercher un candidat sans grande conviction. Finalement, le mémorial des Vosges ne parle presque exclusivement du combat Paul Cuny-Camille Krantz, indécis, dans la première circonscription d'Épinal, sans doute en anticipant la victoire d'Abel Ferry. Il faut attendre le 20 avril pour une réunion contradictoire de Félix Maire, qui voit Abel Ferry dénoncer l'origine des fonds de ce dernier, n'ayant aucun appui déclaré de parti. Abel Ferry a bien pris soin des troupes socialistes, par des appels sur son œuvre sociale dans la presse. Sans surprise, le candidat socialiste, Camille Richard, prend la parole lors de la réunion de Rambervillers, le 20 avril 1910, pour appeler publiquement à se désister en faveur d'Abel Ferry en cas de second tour. Abel Ferry recueille 6 198 voix sur 12 379 exprimées et n'a donc pas été empêché par Félix Maire. François Pirot est distancé. Il est donc élu avec 400 voix de plus qu'en 1909. Ce vote est très prononcé dans les bastions de gauche, notamment à Châtel. Les cantonales qui ne sont alors qu'une formalité, qu'une formalité pour Abel Ferry, les progressistes renonçant à lui offrir un candidat. Mais élu avec 2313 voix sur 2904 votants, il laisse une très forte amertume à la droite, qui exprime ses sentiments par un grand nombre de votes nuls qui ont été conservés aux archives départementales. J'en ai trouvé beaucoup avec des noms sur son service militaire qu'il n'avait pas fait, des noms comme tir au flanc, déculotté. Voilà. L'élection du 26 avril 1914, l'aube d'un brillant avenir. En 4 ans, le statut d'Abel Ferry a beaucoup changé. Il est membre de plusieurs commissions parlementaires. De ce fait, ses interventions sont nourries sur des sujets parfois délicats ou controversés. Le bloc s'étant disloqué, un gouvernement plus recentré prend possession des affaires du pays. L'apaisement est à l'ordre du jour. François Pirot, le candidat battu en 1910, présente pour ces élections Léopold Bernard, avocat parisien. Mais l'affaire tourne court et il se porte à nouveau candidat, faute de mieux. Les propos du préfet soulignent qu'Abel Ferry a une image bien plus positive dans le département, d'autant qu'en 1913, il a fait annuler la décision de réforme numéro 2 prononcée en raison de la tuberculose qu'il avait contractée pendant son service militaire. Cette situation aurait pu être politiquement embarrassante. Nous n'étudierons pas les thèmes de la campagne pour ne pas alourdir notre propos, car ils sont exactement les mêmes qu'en 1910. Le préfet est encore plus formel.